Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. La clé de la voix est en association avec la Maison de la Voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Bonjour à toutes et à tous. La prochaine conférence que je co-organise avec l'équipe de la Maison de la Voix aura pour thème « Comment choisir son professeur et chanter ses mots » par Lucas Fanchon. Elle aura lieu en ligne jeudi 17 mars à 20h. Maintenant, place au podcast. Francine Massiagne nous parle de son rapport à la scène, du fil rouge imaginaire qui la relie au public, de son caractère hypersensible qui se mêle à une grande détermination lorsqu'il s'agit de mener à bien les projets qui lui tiennent à cœur. Francine Massiagne nous parle du doute qui l'envahit souvent, avec qui elle a appris à coexister et de ce qu'elle fait dans ces cas-là pour continuer d'avancer. Elle nous parle d'autoproduction d'albums et de tournées, de mécénat, de ses multiples casquettes de chanteuse, comédienne et animatrice télé. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Francine. Bonjour Clémentine. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Moi aussi, ça fait un petit moment qu'on essaye de le faire et je suis ravie que ça puisse enfin se faire. Est-ce que tu veux bien nous raconter d'où te vient cette passion pour le chant ? Ça remonte à l'enfance. J'ai pas vraiment de date ou temporiser la chose parce que j'ai l'impression que ça a toujours été présent. Je viens d'une famille où on chantait beaucoup, les fins de repas. J'avais un oncle qui avait une très très belle voix et qui chantait très souvent. J'avais un grand-père qui improvisait aussi, donc il y avait ce côté poétique. Et un papa et une maman qui étaient passionnés de chansons. Mon père, la culture plutôt corse. Ma maman est italienne, donc j'avais aussi ces répertoires italiens, les chansons napolitaines, les grandes chanteuses et les grands chanteurs de l'Italie. Et en fait, on a toujours baigné là-dedans, on a toujours écouté de la musique. Et très tôt, en fait, je me rappelle, je me déguisais en Dalida. Et souvent, je chantais, j'aimais aussi ce côté scénique que peut apporter le fait de chanter. Il y a aussi cette façon de mettre en scène aussi un personnage. Tout le monde artistique-là me plaisait. Donc très tôt, en fait, j'ai rejoint une école de chant chez moi, en Balagne, à Île-Rousse, avec le groupe Avilette qui avait mis en place des ateliers pour les enfants. Et je m'y suis inscrite et vraiment là, je commençais à avoir des cours plus structurés avec l'instrument, comment on pose sa voix, le souffle. Donc voilà, ça remonte, je devais avoir à peu près 8 ans où ça a vraiment commencé à être structuré. Qu'est-ce que tu as appris donc dans l'école du groupe Avilette ? Est-ce que tu as des souvenirs marquants à nous partager ? Je me rappelle que les cours étaient tous les mercredis, journée des enfants, et parfois le samedi. On allait là-bas, on reprenait des chansons, on apprenait déjà aussi la langue par la même occasion. On travaillait la langue corse, on travaillait les chansons, on apprenait en fait le tempo, le rythme. On commence à chanter, les ponts, respirer, les phrases, comprendre aussi ce qu'on chantait, pour pouvoir ne pas couper la phrase et avoir aussi le côté interprétation parce que c'est beaucoup ça aussi. Le fait de chanter une chanson, c'est comme être en scène et raconter un texte. Il faut aussi comprendre ce qu'on chante. Donc il fallait apprendre à couper les phrases au bon moment, placer son chant autour d'un instrument, la rythmique, le souffle. Et s'amuser aussi parce qu'on était des enfants et il fallait avoir du plaisir et moi j'adorais faire ça quoi. Pour moi j'aurais voulu que jamais ça s'arrête. Donc voilà, j'ai appris ça, la rigueur, le chant, la mesure, le souffle, tout ça et chanter en groupe aussi. Qu'est-ce que tu as fait comme exercice de souffle ? On gonflait en fait le diaphragme, on soufflait, on le vidait, on essayait de gagner comme ça en souffle et après on commençait à placer nos phrases, nos mots sur le chant et essayer de tenir les notes le plus longtemps possible. C'était ça aussi. Bien respirer, prendre son souffle au bon moment. Pendant combien de temps as-tu fait partie de cette école ? Pendant 4 ans, parce que parallèlement, donc, on préparait un disque. Je me rappelle à l'époque, qui s'appelle Sogni Zideline, que nous avons sorti. C'était un des tout premiers disques de cette époque-là. J'avais 8-9 ans. On a sorti un disque avec des compositions, des chansons originales que par la suite, j'ai appris aux enfants dans mon émission Canzunette dans un premier temps et ensuite Fabriguccia. Ce
Ce sont des chansons qu'on apprend dans les écoles. J'ai été hyper fière quand, surtout les premières fois où j'allais pour Cantounette, puisque c'est une émission que j'ai fait pendant 4 ans, voire 5 ans. Et quand j'allais dans les écoles et qu'on apprenait ça, ou que je découvrais que les institutrices avaient appris ces chansons-là à leur classe, quand je disais aux enfants que c'était moi qui chantais, mais personne ne me comprenait parce que bien évidemment, ils comprenaient pas, c'était une voix d'enfant et que il fallait faire l'exercice dans leur tête, comprendre que voilà, j'avais grandi et tout, mais et c'était marrant en fait de leur dire ça parce que finalement effectivement c'était une boucle bouclée. Et il y avait une espèce de fierté personnelle, je dirais, en toute humilité. Je me disais mais waouh, finalement ce qu'on fait, il y a un fil conducteur, c'est jamais pour rien, même si c'est une petite école de chant qui se faisait en Balagne avec des enfants. Finalement on allait l'apprendre dans plusieurs écoles en Corse et ça c'était un souffle de joie quoi. C'était super. Le projet était celui-ci. Donc, cette école de chant a duré à peu près 4 ans. C'était une association qui était très active sur Île-Rousse et qui organisait beaucoup de choses pour les enfants. Du coup, voilà, au bout de ces années-là, on a sorti ce projet qui a été médiatisé, qui m'a beaucoup apporté parce que on partageait une aventure vraiment extraordinaire. Au-delà du chant, c'était une aventure humaine que je souhaite à plein d'enfants de vivre. Ça doit être génial d'enregistrer aussi jeune. Ah ben oui, on connaît les studios, on chantait en groupe. Alors moi j'avais des morceaux solo parce que j'avais une chanson. En fait, Sonny Zideline, c'était le titre de l'album et c'était le titre de ma chanson. Je chantais cette chanson-là toute seule et il y avait des chœurs que les enfants faisaient. Et moi, à l'époque, c'était marrant parce que j'ai écouté ça il y a pas très longtemps pour la période de Noël. Et chez mon frère, on a retrouvé des vinyles et on l'a mis. Et j'écoutais en fait le travail que j'avais fait. Je faisais un travail de tierce aussi, mais quand on est enfant, enfin, je suis gamine, mais elles étaient d'une justesse, c'était marrant, je dis mais c'est pas possible. Et j'étais un peu détachée parce que j'avais l'impression que c'était pas moi. C'est étrange, hein. Et les voix, ces tierces-là, ces chœurs, étaient justes. Enfin, c'était marrant, quoi, de réécouter ce travail-là. Je me dis que les adultes avaient fait quand même aussi un super travail avec les enfants. Donc, on connaissait le travail de studio. Donc, on a fait ce premier jet, la première fois où on enregistre, on chante la chanson. Ensuite, on y revient, on refait des chœurs, on entend dans son casque, on entend sa voix et il faut doubler, il faut faire la polyphonie, je dirais, autour de ça. Et c'était les premières expériences, c'était magique, vraiment magique. Par la suite, as-tu continué à prendre des cours de chant ? Alors, par la suite, oui, encore quelques cours comme ça privés. Je travaillais avec une dame qui me faisait travailler ça au piano, le placement de voix, travailler la voix. Ça m'a jamais vraiment quittée. J'ai toujours chanté, je faisais partie de groupes, notamment quand j'étais au lycée, on se retrouvait, on chantait, on faisait des veillées, on se retrouvait, il y avait toujours quelqu'un qui jouait de la guitare. Après, il y a eu des années école, donc forcément, l'école de chant, c'était un peu pas essoufflé parce que chacun après avait une voix et a suivi des études, des cours et donc c'est un peu tous perdu et ce projet un peu tombé là à l'eau. De mon côté, oui, par-ci, par-là, je prenais de temps à autre. Ou de techniques vocales ou de diction qui t'ont aidé, que tu voudrais nous partager. Alors, j'ai travaillé avec une orthophoniste qui pratique la méthode Feldenkrais. Je sais pas si tu connais. Voilà, le placement de la voix, les vibrations dans le corps et d'où vient cette voix. Cette méthode-là, je la recommande vraiment parce que ça m'a vraiment appris à chanter. J'ai chanté différemment après ça. Le fait de placer ma voix et de comprendre où est-ce que ça venait. Quand on est sur la scène aussi, il faut faire attention de pas mettre des talons trop perchés parce que c'est important l'ancrage au sol. Et du coup, cette méthode-là m'a permis de mieux placer ma voix, de mieux la pratiquer, d'apprécier mieux mon chant et de me libérer vraiment de tout ce qui était contrainte et technique, à savoir le placement, le souffle et comment ci et comment là, pour n'avoir que le plaisir d'interpréter. C'est-à-dire que la voix devient un outil et on s'échauffe, il y a des exercices de chauffe, des gammes que l'on fait, des gammes autour du piano, des exercices que l'on fait pour placer sa voix dans le palais, dans le nez, dans le crâne en fait. Des exercices avec la paille aussi. En fait, tout ça, c'est la méthode Feldenkrais qui est vraiment extraordinaire, je trouve, pour les chanteurs. Oui, alors là, de ce que tu me dis, elle t'a fait faire pas mal aussi d'exercices de rééducation vocale. C'est plutôt ça, la paille et le visage. Et Feldenkrais, c'est vraiment plutôt la conscience du corps quand tu parlais de l'ancrage et le mouvement dans l'espace. Elle a vraiment dû te faire un mélange de tout ça. Oui, franchement, donc là aujourd'hui, elle est à la retraite. Elle s'appelle Michel Cancel. Je crois qu'elle a dû avoir tous les chanteurs de Corse qui à un moment donné sont passés chez elle. Et c'est vrai que j'aimerais bien d'ailleurs la recontacter pour retravailler un petit peu tout ça, quoi. Et maintenant, comment fais-tu ? Est-ce que tu sollicites de temps en temps des avis extérieurs, d'amis chanteurs ou de collègues acteurs pour avoir un retour sur ce que tu produis ? Ou est-ce que au contraire, tu te fais confiance ?
Alors, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. J'ai pas vraiment confiance en moi. Je me remets tout le temps en question. Donc, quand je joue avec quelqu'un, que ce soit sur une pièce de théâtre ou là, notamment Synkiné, où il y avait du chant, en plus du jeu, je demandais toujours au metteur en scène, à Laurent, à mes collègues, je dirais, avec qui je partage la scène, comment ils recevaient ça, est-ce que ça leur paraît bien. Moi, je crois plus à l'émotion qu'à la technique, en fait. Et j'ai besoin d'être touchée pour savoir que je suis dans le juste et dans le trac. S'il y a pas ça, je crois que j'arrête. Je crois que c'est ce qui nourrit tout le questionnement qu'on peut avoir et toute la progression aussi qu'on peut avoir. C'est cette espèce de fil rouge qu'on a entre le public, entre les gens avec qui on joue et ces vibrations intérieures. Donc du coup, oui, je demande un retour, de savoir comment cette scène-là, comment elle te paraît, comment tu la reçois, est-ce qu'il faut pas plus ci ou est-ce qu'il faut pas plus là. Oui, il m'arrive de poser des questions. Je n'ai absolument pas confiance en moi, donc je suis quelqu'un qui doute tout le temps. Enfin, moi, je trouve ça bien d'avoir un retour extérieur, que ce soit un prof, un coach ou un collègue ou quelqu'un qui est dans le même art, quoi. C'est toujours intéressant d'avoir un retour parce que la personne peut amener un autre éclairage ou au contraire valider que l'on est dans le juste. Après, évidemment, ça dépend des personnalités, mais je trouve que l'avis de l'autre est toujours intéressant. Je l'accueille tout le temps, l'avis de l'autre. Pour moi, c'est très important parce qu'on joue avec eux et il y a une interaction aussi, même côté public. Et moi, quand après un concert, je rencontre des gens qui ont la gentillesse d'attendre et qui ont envie d'échanger. Je suis très friande de leur retour et c'est très important. Je trouve qu'on peut pas évoluer, on peut pas construire quelque chose si on n'a pas ça, quoi. Tu parlais du trac sur scène. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Comment gères-tu ton trac? C'est très difficile. Je marche beaucoup le long de la scène, derrière, avant de monter sur scène, et j'essaie de faire le vide et de me mettre dans la peau de ce que je vais faire. Par exemple, si c'est un tour de chant, je me dis, voilà, je vais être sur une scène, je suis la chanteuse, je suis un peu dans une schizophrénie, et j'ai le plaisir d'aller faire partager ces vibrations-là avec les musiciens. Ou alors, si j'interprète un rôle, j'ai fait en sorte d'être ce rôle. De vraiment abandonner le quotidien, sans quoi c'est pas la peine, quoi. C'est un voyage, la scène, que ce soit pour le théâtre ou que ce soit pour le chant. C'est un voyage et on peut pas inviter les gens si on n'a pas fait le plein de tout. Je veux dire, si on est en avion, il faut s'assurer qu'il y ait du carburant, qu'il y ait tout. J'essaie de donner ce que je vais chercher moi quand je vais assister à un spectacle. C'est-à-dire que quand je rentre dans une salle et que les lumières s'allument, eh ben j'oublie l'endroit où je suis, je veux aller dans le voyage qu'on me propose. Et j'essaie de faire ça. Donc j'essaie de gérer le trac en soufflant, en me mettant dans une espèce de bulle. Alors certes, je vais pas vous dire que ça marche à 100% parce que les premières secondes où on commence ce spectacle vivant, on est fragile, j'ai envie de dire quelque part. On est tributaire aussi du moment et de la magie qui opère ou qui opère pas. Parfois on fait quelque chose, le même spectacle, on va le rejouer une deuxième fois et il y a la magie qui opère et à ce moment-là, c'est de l'ordre du divin, ce sont des instants de grâce parce que vous recevez quelque chose d'ultra puissant et il y a des jours avant de s'en remettre et de redescendre. Ça le fait ou ça le fait pas. Mais les premières minutes, les premières secondes où on arrive sur la scène, j'ai un trac fou, j'ai l'impression que je vais mourir, quoi. Carrément, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter de battre et que je vais pas y arriver. Et ça dure quelques secondes. Et je crois que si je ressentais pas ça, j'arrêterais. C'est un peu kamikaze et paradoxal, parce que en même temps, je suis presque là à m'insulter avant de monter sur scène. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Et en fait, je pourrais pas faire autrement. Je pourrais pas être autre chose que ça. Et ça dure une fraction de seconde, mais c'est de l'élixir, je dirais, qui sert au spectacle. On gère pas plus que ça, en fait. On le vit. Est-ce que ça te le fait uniquement en tant que chanteuse comédienne ou ça te le fait également en tant que chroniqueuse télé, animatrice? En tant que tout, je crois que quand on est conscient de ce qu'on fait, même en tant qu'animatrice, c'est-à-dire que je reçois quelqu'un, déjà je prends toujours le soin de comprendre qui je reçois parce que je sais que c'est pas un exercice facile pour celui qui est interviewé, par exemple. Quand ce sont des artistes qui habituellement sont dans leurs ateliers et qui n'ont pas l'habitude d'avoir cette intrusion de la caméra ou quelqu'un qui vient les interroger sur ce qu'ils font, puisque c'est intrinsèque la création et on n'a pas forcément les mots pour l'expliquer. C'est une mise à nu, on laisse venir quelqu'un à soi, donc je sais que c'est fragile et j'ai beaucoup de respect pour ça. Quand on est conscient de l'exercice que l'on fait, que ce soit une interview, que ce soit une chanson, que ce soit jouer sur scène, eh bien, je l'ai tout le temps parce que j'ai toujours envie d'offrir quelque chose qui soit à part et bienveillant. Bien sûr, les exercices sont différents à chaque fois. On peut pas comparer l'exercice d'une animatrice avec une chanteuse ou une comédienne. Mais la comédienne et la chanteuse, c'est un plaisir un peu plus égoïste. Parce que quand on va sur une scène, c'est avant tout pour se nourrir soi. Et si on se nourrit pas soi, on peut pas donner à l'autre qui écoute en face. C'est ça un peu pour moi le fil rouge. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence à m'envahir par les pieds. C'est un peu bizarre, hein, mais j'ai des images un peu comme ça.
Et si j'ai pas ce fil qui commence à venir, il peut pas aller jusqu'à la personne qui écoute en face. C'est une démarche un peu égoïste, le fait d'être acteur ou chanter. Parce que, je vous dis, moi, si ça me nourrit pas, j'arrêterai parce que je vais sur la scène pour toucher ces moments de grâce. Alors, on les a pas tout le temps, hein, c'est pas tout le temps la même chose. Je vous dis, c'est le moment. C'est ça, le spectacle vivant. C'est que on est soumis à cette espèce de fragilité, cette magie qui opère ou pas. Mais la démarche première, c'est celle-ci. Elle est égoïste et il y a cette espèce de trac. Alors, il y a cette espèce de trac qui est décuplée, bien sûr, beaucoup plus que le travail de l'animatrice, mais j'essaye toujours d'être en conscience et je prends tout au sérieux. Et j'ai quand même ce trac quand je vais être animatrice. Il est différent parce que moi, je m'oublie un peu quand je suis animatrice parce que j'invite l'autre à se révéler. Et je me dis que si l'autre se révèle, c'est que j'ai fait mon boulot correctement. C'est-à-dire que l'animatrice, elle a fait cette espèce de passerelle entre cette création intrinsèque, c'est ce truc imaginaire, à l'amener à des mots plus concrets. Et qu'est-ce que ta voix dit de toi? Que laisse-t-elle transparaître? Je crois que ma voix, elle laisse transparaître, en tous les cas, j'ose espérer, quelque chose de très émotif, d'émotionnel. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Et chanter, c'est un peu se mettre à nu, comme jouer la comédie, et encore plus chanter, je pense, parce que c'est des vraies émotions, c'est-à-dire qu'on va puiser un texte, le mettre en chanson, l'interpréter, et il faut absolument comprendre et le ressentir pour pouvoir le livrer à quelqu'un. Et pour ça, il faut qu'il y ait cette espèce de fil rouge qui soit là. Et c'est beaucoup d'émotions. En fait, c'est comme si vous étiez dans un château et que d'un coup, il y a tous les remparts qui tombent. Et que vous êtes au milieu et qu'il faut donner. Et c'est cette émotion que j'aimerais donner en tous les cas. J'espère qu'on perçoit ça et que les gens reçoivent ça, en fait. C'est l'émotion intrinsèque entre moi et ce public, en fait. Oui, moi je me rappellerai toujours la première fois que je t'ai entendue, j'étais adolescente et il y avait vraiment une douceur dans ta voix qui m'a frappée. Je crois que j'étais dans la voiture, je revenais du collège et c'était, il me semble, Rossignol, que tu chantais à la radio, c'était pendant ou juste après la Nouvelle Star et j'avais trouvé ça très doux, je trouvais que dans ton timbre, il y avait une façon de chanter la langue corse qui était différente de ce que j'avais entendu jusqu'à présent, c'était moins traditionnel mais tout aussi beau, ça m'avait beaucoup touchée. Merci, ça me touche beaucoup. C'est une chanson qui est une chanson catalane qu'on a toujours entendue avec cette magnifique voix d'Anna Roch qui partageait donc ce titre avec Canta o Bulugos et elle chantait avec Tchétché Buto. Et j'ai toujours été touchée par la voix d'Anna Roch parce que je trouve que justement elle a cette espèce de sensibilité brute et de vulnérabilité et de force à la fois. Sa voix me berce à chaque fois que je l'entends, j'ai toujours la même émotion. Et j'ai eu de la chance de la chanter avec elle une fois sur un plateau pour France 3 Corse, lors d'une émission de Laurent Vital. Et ce qui a été d'autant plus magique pour moi, c'est d'avoir partagé la scène un jour au Palatine à Ajaccio avec Tchétché Buto, donc Canta o Bulugos. Mais je dis davantage Tchétché Buto parce que c'est un duo, même si les voix à un moment donné de Canta viennent étouffer ce chant. J'étais très impressionnée par lui parce que vraiment Tchétché, c'est l'homme, c'est le rock, c'est le militant, c'est toute cette force. Et vraiment, je me sentais vraiment toute petite à côté. Et quand on a commencé, je me rappelle quand Tchétché, parce que c'est une voix qui parle beaucoup, c'est une chanson, je veux dire, qui parle beaucoup à l'ensemble du peuple, c'est une chanson très populaire. Et quand Tchétché a commencé à chanter cette chanson, le public s'est mis à applaudir pendant qu'il chantait. Et ça, quand on est chanteur, qu'on reçoit ça, c'est ça la nourriture, parce que on est pris par une espèce de vibration. C'est à la fois, c'est violent, mais c'est tellement beau, quoi, de vivre ce moment-là. Alors, j'étais hyper heureuse pour lui. Et pour moi, je me suis dit, bon, c'est bon, la chanson, elle est entamée, on va la continuer comme ça. Et là, j'ai commencé à chanter. Il y a eu quelques secondes de flottement où, enfin, je chantais. Puis d'un coup, les gens, pareil, se sont mis à applaudir. Et là, mon Dieu, je me suis dit, je vais craquer, je vais me mettre à pleurer. Tellement c'était puissant. Ce chant, il était tellement puissant et il prenait tellement une dimension forte à ce moment-là. Et je continuais à trembler. Puis à un moment donné, je voyais les yeux de Tchétché qui étaient un peu rougis. Et je me suis dit, non mais, qu'est-ce qui se passe là? Et à un moment donné, je sais pas pourquoi dans la chanson, je lui ai donné la main. Et je l'ai senti trembler. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est moi qui suis impressionnée, c'est lui qui tremble. Et là, je me suis dit, tout prenait un sens. Et la chanson, et le moment que nous partagions, et cette espèce de rencontre artistique qui mélangeait. Et c'est ça la sensibilité dont je vous parlais. C'était cette émotion que j'espère donner, que j'ai envie de recevoir. Et il y a que ça qui est vrai, quoi. C'est des moments de vérité. Et je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça que dans mon parcours, pour moi, c'est resté gravé. C'est quelque chose de très important. J'aime de temps en temps le réécouter. Quand j'ai des moments de doute,
je le réécoute. Ça apaise un peu mes doutes. Et je me dis non, si on arrive à faire ça, c'est que on n'est pas là pour rien, il faut continuer. Parce qu'il y a des fois où on a envie d'arrêter. Des moments de doute, ça peut provoquer ça chez moi. Je me dis j'arrête tout, j'ai trop peur, c'est pas pour moi. Et puis finalement, je peux pas faire autre chose, quoi. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à l'interprétation des morceaux, par rapport aux émotions à faire passer? Alors ça, c'est très personnel en fait. Je pense qu'il faut choisir une chanson quand vraiment il n'y a pas de doute. Je veux dire, quand on ressent de suite. En général, c'est de suite. Moi, je sais de suite si la chanson, je peux la prendre ou pas. Je vais pas l'essayer 1000 fois. C'est comme mettre un vêtement. Il faut que ce soit la bonne taille. Vous pouvez pas rentrer, si vous faites un 36, vous pouvez pas mettre un 30 ou un 50, par exemple. Il faut vraiment ressentir chaque mot et il faut que ça ait du sens pour soi. Chanter quelque chose parce qu'on est touché, par exemple. Et que la poésie, en fait, qu'on va interpréter, elle déclenche, elle appuie sur des choses chez nous. Il faut jamais prendre quelque chose pour faire plaisir à la personne qui vous la propose. Parce que vous ne défendrez jamais bien, et je pense que même c'est vexant à la limite pour la personne qui vous propose ça, de prendre juste pour faire plaisir. Parce que l'œuvre, elle sera jamais bien servie. Oui, parce que ça vient pas du cœur. Mais c'est ça, en fait. L'élan, il doit partir du cœur. Si ça part pas du cœur, ça n'est pas la peine. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, quoi. Comme tu chantes depuis ton enfance, est-ce que ton parcours, les étapes depuis tes débuts jusqu'à maintenant, ça t'a paru long, ça t'a paru difficile, ou est-ce que tu as eu l'impression d'un enchaînement assez naturel, un rythme qui te convenait? J'ai envie de dire les deux. Je vous avoue que parfois, j'ai le sentiment, en fait, de n'avoir rien fait. Je me dis, putain, mais j'ai encore rien fait, quoi. Chaque fois, j'attends quelque chose qui va toujours m'épanouir davantage. Presque à en oublier ce que j'ai fait avant. En fait, je suis quelqu'un de tellement passionné et de tellement boulimique dans ce que je fais. Je suis en réflexion perpétuelle.
Je suis toujours en train de chercher des projets. Je suis tout le temps en train de m'interroger. Et le temps passe vite et le temps passe pas vite, en fait. Il y a des fois, dès que je tiens un truc, j'ai envie que ça aille vite et ça va lentement. Et des fois, je me dis, waouh, je m'arrête, ouais, quand même, c'est vrai que j'ai fait ça, mais c'est vrai que j'avais fait ça aussi. C'est très paradoxal et très curieux. Ça dépend, en fait, des phases. Comme j'ai ces moments de doute et de fragilité, tout dépend, la phase dans laquelle je me trouve et je vais me poser des questions et je vais me dire, alors des fois, je vais trouver que le temps ne passe pas et pas assez vite et que j'ai pas fait assez de choses. Parfois, je me dis que j'ai rien fait et parfois, je me dis, mais maintenant, c'est maintenant, faut que je le fasse, j'ai l'impression que le temps est passé en un éclair. Je crois que le temps passe très vite, en fait, quand on se nourrit et quand on fait des choses qui nous passionnent. Des fois, j'aimerais avoir plus de temps ou revenir sur certaines choses. Mais grosso modo, j'assume tout. Je pense que si je devais recommencer, peut-être que je recommencerais la même chose encore. En plus, ton parcours professionnel te permet de faire des choses qui sont différentes et à la fois très complémentaires. Mais comment est-ce que tu t'organises? À quoi ressemblent un petit peu tes journées, tes semaines? J'ai des journées folles, en fait, que j'ai appris à faire parce que je n'arrivais pas à le faire jusqu'à il y a pas longtemps. C'était de séparer chaque projet. C'est-à-dire que comme je prépare tout à la fois, par exemple, j'ai plusieurs émissions avec des contenus différents, hein, que ce soit l'émission pour les enfants, que ce soit l'émission sur les créateurs, l'émission musicale. Donc, c'est des projets qui sont différents. Donc, en fait, je vais dans l'urgence, c'est-à-dire que je remets une chronologie dans ce que je fais. Et je veux dire, bon, la prochaine émission, c'est celle-ci. Donc, je vais m'atteler à terminer la préparation de celle-ci pour pouvoir me libérer et passer à autre chose. Je compartimente parce que c'est une espèce de schizophrénie, en fait, où je passe d'un projet à l'autre. Bien évidemment, comme tu disais si bien, l'un est complémentaire avec l'autre. C'est vrai que souvent, les gens disent, oui, mais tu fais ci ou tu fais ça, mais on est ci ou on est ça. Et ça, c'est typiquement français, en fait. Les Américains ne se posent pas cette question. Il y a beaucoup de gens, ils s'appellent des slashers, des gens qui font beaucoup de choses. Tout à fait. À partir du moment où on les fait, qu'elles nous épanouissent et qu'on a des retours qui sont plutôt positifs, mais pourquoi? Je veux dire, c'est comme la musique. Pourquoi vouloir absolument faire rentrer les gens dans une case? En fait, j'ai eu la chance de croiser un jour Luz Casal. On avait fait une émission ensemble. Et on avait fait justement, ça aussi, c'était divin, un petit moment de radio comme ça sur RCFM. On avait chanté a cappella toutes les deux, Piensa Me. J'ai cru que je mesurais 600 mètres le jour dans le studio de la radio. Je suis fan absolue de cette femme. Je trouve qu'elle est, sur la scène, elle est d'une élégance dans son port de tête, dans sa tenue, c'est la grande classe. Voilà, ça, c'est un modèle. Et en fait, on discutait. Et elle disait, mais c'est vrai que souvent cette question lui revenait sur le fait de comment se définir dans son style musical. Et elle disait, mais j'ai pas de style. Pourquoi se cantonner à se mettre dans une case alors que je fais plein de choses? Et elle a raison. C'est frustrant, en fait, de se dire, de se réduire à une seule chose. En plus, voilà, tout a un lien, que ce soit présentatrice, chroniqueuse, actrice, chanteuse. Il y a la parole, il y a l'expression de soi, il y a la communication. Eh bien, j'essaye, en fait, de procéder dans l'ordre, dans l'urgence. Si j'ai cette semaine mon émission avec les créateurs, je vais bien clôturer ça, prendre le temps pour les gens que j'invite, les mettre à l'aise, bien préparer chacune des émissions. Quand j'ai fini ça, eh bien, next. C'est quoi mon prochain projet? Ah oui, je vais enregistrer mon émission musicale. Alors là, je mets un autre costume, je dirais, parce que ce que j'ai remarqué, et ça, c'est assez commun dans tous les projets de la télévision, très souvent, je n'aborde pas ça comme une journaliste ou une animatrice. J'aborde toujours ça de façon artistique. Disons que quand je vais faire une émission musicale, je me dis, moi, en tant que chanteuse, en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'aimerais faire? Oui. Et moi, en tant que passionnée de musique, qu'est-ce que j'aimerais recevoir? Mais jamais je me mets dans une discussion ou dans l'écriture de quelque chose où je vais juste poser des questions. Souvent, je laisse, comme pour le spectacle vivant, je privilégie l'instant présent. Par exemple, si l'artiste que je reçois autour d'une question qui va l'amener à ce moment-là, à un souvenir ou quelque chose que je juge important dans le moment, qui va plus m'amener finalement que de poser la question d'après, eh bien, je vais privilégier ça. Parce que je trouve que c'est plus important et que ça amènera beaucoup plus de richesse à mon émission que de me tenir à des questions. Donc, j'essaye de me détacher de ça et d'aborder ça de façon artistique. C'est vrai, moi j'ai déjà vu à la télé des journalistes poser leurs questions sans vraiment laisser la personne répondre et sauter du coq à l'âne. Je me dis, mais cette personne doit être frustrée de ne pas avoir pu répondre. Voilà, mais c'est un non-sens. Vous recevez quelqu'un, vous mettez la lumière sur cette personne, sur son activité. Ça doit être son émission, on doit être juste là pour accompagner et souligner, mais surtout révéler les gens et les laisser
c'est presque des confidences en fait. Moi j'adore ce ton-là en fait. J'aime avoir un ton de discussion autour d'une tasse de thé. Après ça, je pense que c'est aussi en lien avec ton caractère. Tu as l'air d'être assez empathique, donc je pense que tu as aussi une prédisposition pour écouter les autres et les mettre à l'aise. Peut-être, en tout cas ça c'est un compliment que je reçois qui me touche parce que je sais pas si c'est ce qu'il en ressort, mais en tout cas c'est vrai que j'aime les gens. Je m'estime chanceuse dans ce sens-là. Je me dis mon Dieu, ne fût-ce que par rapport à mon émission avec les créateurs, les différents profils, les différents arts que je rencontre dans une année. Mais je me dis que j'ai de la chance, quoi. C'est super que de pouvoir rentrer chez eux et qu'ils se livrent et de pouvoir échanger. Et je me dis, mais peut-être que ce qu'on est en train de faire, il y a peut-être une jeune personne ou quelqu'un qui a envie de se recycler et qui, à un moment donné, ça va être un appel. Je me dis, mais si j'arrive à faire ça, mais c'est divin, quoi. Oui, ça a du sens, oui. Voilà, ça a du sens. Et c'est ça qui est important dans ce qu'on fait, c'est que les choses aient un sens, quoi. Comment mémorises-tu tes textes et tes paroles? Waouh, ça, j'ai beaucoup de chance. Par exemple, en ce qui concerne les pièces de théâtre, rares sont les fois où j'ai vraiment dû m'enfermer pour apprendre. En fait, j'ai besoin de bouger mon corps avec des mots. C'est comme des marqueurs de page, en fait, de retenir par séquence. Et le jeu avec l'autre m'aide beaucoup à retenir. C'est les intentions, en fait, qui me font retenir. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir du mot à mot, sauf si on fait du Shakespeare ou du Racine, j'en sais rien, mais souvent, c'est l'intention et puis c'est surtout notre propre jeu. Donc après, on est bien évidemment les chansons, je suis obligée de les apprendre et c'est en les pratiquant, en les chantant que je les apprends souvent. Par la répétition, est-ce que tu penses à quelque chose en particulier quand tu les répètes? À des images, à des intentions, des sentiments? Moi, j'ai ça. C'est comme pour la scène. Je mets tout le temps des images. Par exemple, quand j'avais à apprendre un texte, je mets des images, je donne des couleurs au personnage. Ça peut être, une image, une couleur. Est-ce que c'est plutôt des images imaginaires ou plutôt des images qui font appel à des souvenirs? Souvent les souvenirs. Les émotions que je sollicite quand je vais jouer, je fais souvent appel à des choses que j'ai vécues. Ça donne un côté plus vrai et une dimension plus accentuée dans le sens où on a vécu quelque chose. Alors c'est sûr qu'après on le réinvente parce qu'il y a un jeu, il y a une part de comédie dans ce qu'on va faire. Mais j'ai besoin de me mettre dans la peau et de ressentir. Tout à l'heure, tu parlais de ce fil rouge. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur ton imaginaire, sur ce que tu ressens avec ce fil rouge qui te connecte à la scène, qui part de tes pieds, peut-être qu'il va jusqu'au public? J'aime bien, c'est comme mettre des couleurs ou ce côté olfactif quand on sent une odeur et qu'elle nous ramène quelque part. Il y a une espèce de sensibilité. Et en fait, quand je chante une chanson, tout dépend de ce qu'elle raconte, évidemment. Donc, je mets des images. Pour moi, une chanson qui va me parler et que je vais choisir, c'est une chanson qui va me donner beaucoup d'images quand je vais la chanter. Donc, bien évidemment, tout va dépendre de l'écriture, de la poésie. Et quand tout ça opère, j'ai l'impression que tout brille. Mais tout est doux, en fait. Je vois ça comme un paysage, comme une peinture, comme quelque chose qui nous relie, parce que je le ressens et je me dis, quand on ressent ça, quand les notes elles se jouent sur la scène, quand les musiciens commencent à jouer, ces vibrations, en fait, qui arrivent en moi, et qui vont ressortir par le biais de l'interprétation. En fait, ce fil rouge, c'est tout ça, il retranscrit tout ça. Il nous lie parce qu'il y a une force qui m'habite et qui, j'espère, arrive aux gens qui l'écoutent. Il m'est arrivé, par exemple, sur le premier album de Navad, j'aimerais chanter une berceuse, j'aimerais avoir quelque chose de doux, ce lien, le fait l'enfant qui est relié à la mère, tout ça. Et puis, il y a un moment donné dans le spectacle où cette chanson, je l'ai juste chantée guitare-voix. Et je me rappelle, il y avait un couple en bas qui était assis. De temps en temps, je voyais ces personnes-là qui se tenaient la main. Donc déjà, je me dis, bon, nous, on est liés. Il y a une collection, c'est obligé. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Donc, ça vous donne un peu de force pour continuer. En fait, ça consolide cette espèce de fil-là, imaginaire. Et j'ai chanté cette berceuse. Et à la fin du concert, je suis changée, je suis repartie. Et devant le théâtre, ces gens-là m'attendaient, en fait. Ils avaient vécu quelque chose de triste avec cette chanson. Et donc, ils m'en ont fait part. Et je me dis que la musique, elle a un pouvoir... je suis encore émue à vous raconter ça parce que j'ai vraiment vécu quelque chose de fort. Leur enfant avait été malade. Ils avaient dû débrancher ce petit ange. Et ils ont décidé de le faire avec cette chanson. Ils réagissaient, en fait, à cette chanson, ce bébé. Et ça a été quelque chose de très fort. Et ça, c'est le fil rouge. C'est fort, quoi. C'est des moments forts comme ça.
Comment s'est fait le processus de création et comment as-tu sélectionné les chansons? Je me suis entourée d'auteurs que je connaissais bien et avec qui j'ai beaucoup échangé. Pour les 90% de cet album, ce sont des thématiques que j'ai demandées, des échanges. Par exemple, j'avais été touchée par Rosa Parks, qui a lutté contre justement ces injustices, ces droits de l'homme. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je ne comprends pas comment entre êtres humains on peut juste par la couleur de peau se sentir différent. Je veux dire, on est tous faits de chair et de sang et c'est ça la richesse du monde, c'est qu'on a plein d'ethnies différentes, de cultures différentes, mais on a tous un dénominateur commun. On est vivants, on est tous des êtres vivants, on est empreints d'émotions, on a des peines, on a des joies, on est tous par un jour, on est les enfants d'eux, on a tous des idées, on défend tous quelque chose et je pense que l'être humain, peu importe son ethnie, a le même combat dans la vie. Oui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me touche. Je ne le conçois pas. Et le courage de cette petite femme dans ce bus en Alabama, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et elle a soulevé beaucoup de choses. Et j'ai voulu une chanson qui est devenue Rose ou la Nerf, la rose noire, Rosa Parks. Donc il y a eu un jeu de mots. Et on a échangé sur ça et c'est devenu ce que c'est devenu. Je voulais pas quelque chose de triste. Donc la composition aussi, elle s'est faite comme ça. Après, il y a eu des coups de cœur, comme par exemple Patrice Agatajega qui m'a proposé cette chanson qui s'appelle Saria Gimme Manque. Donc c'est Terre qui me manque. C'est un coup de cœur. Cette chanson, je l'ai écoutée une fois, je l'ai enregistrée une fois, je l'ai plus jamais rechantée en studio. Pour vous dire les choses comme elles se font. Ça raconte une histoire d'un amour impossible que j'ai trouvé ça touchant. Par la suite, elle m'a raconté cette histoire et ça a pris encore plus une autre dimension. Il y a eu des coups de cœur comme ça, puis il y a eu des choses que j'ai demandées. Donc il s'est construit comme ça, mais ça a toujours été, même quand on m'a proposé quelque chose, ça a fonctionné au coup de cœur. S'il n'y a pas eu ça, j'ai pas pris. Il y a eu plusieurs chansons, puis on en a sélectionné 11. À l'époque, je travaillais avec Jean-Bernard Angigogne, qui est du studio L'Angéline. Donc, on travaillait assez librement dans l'écoute, la bienveillance. Et du coup, on a avancé comme ça. Mais il y a eu, avec ces auteurs aussi, beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de mémos que j'ai retrouvés dans les chants. C'est comme si vous allez voir un couturier qui vous fait une robe sur mesure. Voilà. Ça s'est passé de cette façon-là. Après, c'est pas évident aussi d'écrire. Là, je prépare un 3e projet où j'ai commencé à écrire. Et c'est pas un exercice facile. C'est douloureux, j'ai envie de dire. Parce que il y a plein de choses à dire, c'est dur de se canaliser. Et là, il y a des grands moments de doute parce qu'il faut apprendre l'écriture, c'est un peu mathématique aussi. Donc il faut comprendre ce qu'on écrit, il faut l'écrire de façon poétique et il faut l'écrire de façon mathématique. Écrire pour quelqu'un aussi, ça voudrait demander aux auteurs. C'est pas un exercice facile. En tout cas, moi, ils m'ont nourri. J'ai aimé faire ce travail avec eux. Comment ça se passe? Est-ce que tu écris quand tu as l'inspiration? Est-ce que tu essayes de t'y mettre assez régulièrement? Tu fais ça depuis combien de temps? C'est très récent. J'aimerais avoir plus de rigueur. C'est un événement qui m'a donné envie de d'écrire. Je pense que c'est le moment pour moi. Je pense qu'il faut se sentir prêt aussi. Alors quand ça me vient, je griffonne des choses par-ci par-là. Je mets des pauses. Je suis un peu comme ces enfants hyperactifs. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc j'y vais par bribes, par à-coups. Parfois ça peut venir. Ou le matin je me lève, j'ai 3 phrases, mais je les écris. C'est du chaos en soi pour accoucher de l'étoile qui danse en fait. Et je pense qu'il faut prendre son temps. J'aimerais avoir plus de rigueur par contre. C'est mon objectif cette année. C'est mon objectif. J'espère dans l'année avoir sorti ce que j'attends en fait de moi. Je m'auto-challenge cette année, voilà. Et tu écris donc toute seule? J'écris et je soumets à des auteurs, j'essaie d'avoir leur avis. Je vous dis, c'est pour ça, c'est un exercice qui est pas facile. C'est carrément mathématique. Il y a des choses, il y a des rythmes. Il y a un rythme à donner à l'écriture aussi. Oui. Pour l'instant, moi, je suis encore dans cette pudeur. Je pourrais pas lire ça à 1000 personnes, par exemple. J'y vais vraiment tout doucement, quoi, avec la même personne. Sinon, je peux pas. C'est de la pudeur, quoi. J'espère que ça sortira comme tu le souhaites pour cette année. J'espère moi aussi, vraiment. Merci pour ces mots parce que c'est vrai que c'est pas évident d'écrire. C'est encore un autre exercice. C'est vrai que j'ai jamais fait lire à personne. En plus, comme mon père écrivait, c'était son métier, il était parolier. Ma mère écrit et je sais que pour eux, c'était très simple. Et pour moi, c'est assez compliqué et j'ai jamais osé faire lire. Et je trouve que je suis vraiment impressionnée par les gens qui écrivent. C'est aussi facilement, moi c'est pareil. Je dirais les mêmes mots. Je suis impressionnée. Moi, j'ai tout le temps un doute sur ce que je fais. Déjà, je suis quelqu'un qui doute de base, Mais alors l'écriture, en plus, quand on se sent pas légitime, parce que c'est un exercice qui est difficile, et du coup, on est un peu dans les coulisses, on est dans l'envers du décor, et on se dit waouh, quand même. Moi, j'étais là à leur demander si, je les faisais revenir sur un mot, sur un autre truc, et je me dis que les pauvres, quoi. Je trouve que c'est pas évident, quoi. Ah, je pense que pour certains, c'est un métier.
Pour certains auteurs, c'est encore plus facile d'écrire pour les autres, parce qu'ils ont vraiment cette gymnastique-là. Pour certains, ils ont commencé à écrire dès l'enfance, des poésies, et c'est comme toi, le chant ou le théâtre. C'est vraiment... certains artistes que j'ai interviewés me parlent d'un muscle. C'est un muscle qu'ils sollicitent tous les jours. Et Ouais, c'est ça, en fait. C'est une gymnastique qu'il faut s'entraîner. Voilà, c'est de la rigueur. Et je pense qu'après, une fois qu'on a compris, en tout cas, les mécanismes de l'écriture, le rythme qu'on doit lui insuffler, je pense qu'après, c'est comme quand on apprend à chanter. Une fois qu'on a compris son placement de voix, eh bien, on a cette liberté de pouvoir interpréter, de s'amuser, de prendre vraiment plaisir. Et je pense que c'est la même chose, le même travail qu'il faut faire avec l'écriture. Mais c'est pas évident, franchement, c'est pas simple. À partir du moment où tu as sorti ton premier album, tu as été très présente dans les médias et sur la scène insulaire et tu l'es restée. Est-ce que tu veux bien revenir sur cette étape et nous donner des conseils pour les chanteurs qui vont sortir leur premier album et qui ont envie de se rendre visibles mais qui ne savent pas comment faire, comment s'y prendre? Aujourd'hui, avec le recul, bien que j'en sois fière, attention, je me dis que j'ai commencé un peu à l'envers, dans le sens où j'aurais peut-être dû commencer à faire des concerts, faire jouer mes titres en fait sur la scène avant de les mettre en boîte. Parce que les chansons, il faut vraiment les faire vivre, il faut beaucoup les chanter avant de les enregistrer. Parce que parfois c'est un peu frustrant de se dire putain mais c'est vrai que j'aurais dû l'apprendre comme ça. Et puis c'est une espèce d'expérience en fait à pratiquer souvent pour pouvoir vraiment se libérer du côté technique d'une chanson. Pour moi l'interprétation c'est beaucoup... Je suis plus sensible à l'interprétation que à la performance technique et vocale. Moi, la dimension artistique, elle se trouve là, dans la capacité à emmener la personne qui nous écoute entre les lignes, en fait, et être empreinte d'émotion et que ça change quelque chose. C'est comme lire un livre ou un voyage. Quand vous revenez de certaines aventures, vous revenez changé. Il y a quelque chose qui a... En plus, pour moi, l'art, il devrait être que là-dedans. Découvrir une image et se sentir bousculé par elle. Toutes les émotions, en fait, c'est ça. Donc, je me dis qu'il faut vraiment jouer ces titres avant de les enregistrer définitivement sur un album. La tournée, peut-être qu'elle est arrivée un petit peu trop tôt parce que est-ce que j'y étais vraiment préparée? Je sais pas. Tout s'est enchaîné, ça s'est fait comme ça. Et il faut, en tous les cas, être sûr de ce qu'on fait. Quand on démarre un projet, il faut plus avoir de doute. Dire voilà, aujourd'hui je fais ça, je vais sortir ça et je vais le faire comme ça. Après, peu importe, c'est sûr que si on y revient quelques années après dessus, bien sûr, on se dit avec l'expérience qu'on a acquis entre-temps, ça j'aurais dû le faire comme ci. Puis moi, je suis une spécialiste pour faire ça. Donc je suis un peu comme ça. Mais c'est vrai que je dirais que c'est l'assiduité, c'est de croire en ses rêves. Quand on se décide, quand on veut faire quelque chose, c'est de foncer. Je crois que c'est ça en fait. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis quelqu'un de têtu, d'obtus. Quand j'ai quelque chose en tête, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, même si je me plante. Mais il faut que j'aille jusqu'à me brûler. Il faut pas hésiter. Voilà, je parle à mon échelle, avec mon ressenti et mon vécu. Si j'avais un conseil à donner à des gens qui ont envie de démarrer un projet, c'est que si ils sont convaincus de ce qu'ils font, si ça les nourrit, si c'est porteur, il faut foncer, il faut pas écouter. Il y aura toujours quelqu'un pour vous décourager ou quelqu'un pour vous juger. Ou il y a des critiques qui sont constructives et il faut les prendre. Mais c'est de pas se perdre, d'avoir toujours un objectif et de foncer et de frapper à toutes les portes et pas laisser tomber ses rêves. Parce que les rêves, c'est ce qui fait que on se sent vivant. Et ton premier album, tu étais dans une structure ou tu étais une artiste autoproduite? J'ai créé une association qui est toujours active. Le sera avec ce troisième album que je commence à préparer. C'est une autoproduction, donc c'est encore plus de risques parce que les gens souvent ne se mettent pas à la portée. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se mettent sur une scène et qui font des projets parce que on n'a pas la mesure de la vulnérabilité de l'artiste qui fait ça. Proposer quelque chose, moi j'ai beaucoup de respect pour ça. Parfois, quand je suis spectatrice et que je vais voir des concerts, parfois dans le public, j'entends des critiques un peu faciles et ça m'énerve parce que je me dis mais qu'ils y aillent sur scène parce que la personne, ça lui a demandé tellement d'elle-même et c'est vrai que c'est difficile de se mettre à la place des artistes qui osent aller sur scène, quoi. Mais complètement, c'est ça, c'est le mot, c'est oser y aller. C'est-à-dire qu'on sait qu'on s'expose à la critique forcément et on l'accepte parce que c'est un peu le jeu. Mais effectivement, moi, s'il y a des critiques aussi qui ont pu être très blessantes et qui m'ont fait douter longtemps et qui certainement que j'ai mis autant de temps aussi entre ce deuxième album et celui que je prépare maintenant,
parce qu'on est des êtres humains et qu'on a une fragilité. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très sensible et de fort et de fragile. J'ai les deux, c'est paradoxal. Je suis comme ça, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui osent, qui ont des démarches, qui créent un univers et qui viennent. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà, aux gens, c'est peu importe. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Mais à partir du moment où vous êtes cohérent avec ce que vous produisez, ou vous êtes cohérent avec votre fort intérieur, je trouve que vous avez une force supplémentaire. Vous avez quelque chose d'ascendant. Vous avez une longueur d'avance. Si vous avez envie de faire du rock et que vous êtes très rock'n'roll intérieurement, mais il faut foncer, il faut pas écouter. Si vous êtes quelqu'un de mélancolique, moi combien de fois j'entends dire oh là là, mais t'as pas des chansons qui bougent aussi. Mais c'est pas possible quand on dit pas ça. On peut conseiller, on peut dire à quelqu'un tu devrais essayer. Peut-être que il faut faire attention, je crois, aux mots qu'on emploie. Il faut s'armer avant d'aller faire des projets, je crois. Oui. Et entre donc ton premier album qui a été autoproduit, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Donc tu es passé certainement par tous les montages de dossiers, par toutes les étapes pour sortir ton propre disque. Et le deuxième, il a été financé par le domaine Orsini. Est-ce que tu veux bien nous parler de la différence que tu as vécue pour ton deuxième album où il y avait un mécénat pour soutenir ton projet? Il y a eu le mécénat du domaine Orsini, de Monsieur Orsini, pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'était un amoureux de la culture. Il y avait ce respect pour les artistes et pour la production. C'était un amoureux de musique. Il organisait des concerts classiques, plein de choses là-haut dans ce domaine. C'est vraiment quelqu'un qui a un grand respect pour les culturels et les cultureux, je dirais. Lui-même en étant c'est quelqu'un qui aimait beaucoup assister au spectacle. Et pour ça, c'est une grande perte. Après, voilà, c'est un album qui a été produit. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai voulu faire cet album, cet hommage aux frères Vincenti. Ce groupe, c'est ces deux chanteurs, ces deux frères qui étaient avant-gardistes dans leur production, je trouve, et qui ont certainement inspiré chez moi l'envie d'être chanteuse. Je leur dois beaucoup. Voilà, on a beaucoup écouté ça chez moi, mais je leur dois beaucoup parce que, justement, quand on a écouté la poésie des frères Vincenti, c'est très dur après d'aller chercher quelque chose qui lui ressemble. Les textes sont réfléchis, c'est de la dentelle. Moi, j'ai eu la chance de les connaître. J'ai eu la chance de connaître François Vincenti qui me racontait que, je crois que c'est sur Tragulino, la chanson qu'il avait faite. Il a mis 6 mois pour trouver un mot et terminer sa chanson. C'est grandiose. Il s'agissait pour moi de faire un album un peu différent. Si c'était pour rechanter les chansons de la même manière, je trouve que ça n'a pas d'intérêt dans le sens où ça a été bien fait et donc pourquoi le recommencer quelque chose à l'identique. Donc on a voulu amener quelque chose, un son un petit peu plus nouveau, un petit peu plus moderne. Est-ce que j'avais vraiment envie de sortir comme ça? Je sais pas. En tous les cas, bon, il est sorti et je l'assume parfaitement et c'était sympa d'avoir joué là-haut. Donc évidemment, on n'a pas cette charge du studio et cette angoisse de vous dire il faut payer les musiciens, il faut payer les séances, il faut payer ci, voilà. Toute cette partie-là elle faisait partie du mécénat. En revanche, après tout ce qui était pochette, impression, tout ce qu'on paye, SACEM, SDRM, ça c'était mon association. Donc le mécénat était le studio, la direction, enfin tout ça quoi, les musiciens et tout le reste, c'était mon association quoi, ma production. D'accord. Et toi, pour ton association, ta production, comment est-ce que tu as géré donc pour tes 2 albums? Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les artistes qui veulent s'autoproduire? Il faut bien boucler ces dossiers parce que c'est vrai que souvent, et ça, c'est vrai que les collectivités n'ont pas forcément la mesure, mais il faudrait quelqu'un aussi qui nous aide. Je suis papier-phobe, en fait, je crois. J'ai du mal avec les papiers, donc il faut s'entourer de personnes qui gèrent bien ces dossiers, qui peuvent vous aider à construire quelque chose en béton. Et puis, il faut surtout proposer quelques titres qui tiennent bien la route, qui soient assez représentatifs, même si les choses, elles bougent et elles évoluent pendant le travail d'un album. Souvent, on part dans une direction, puis à force de pratiquer et de chercher ensemble, eh bien, on se rend compte, on peaufine et on va se rapprocher de la vérité. Donc, bien évidemment, il faut avoir quand même, voilà, des titres, des maquettes qui tiennent la route, qui soient riches de sens quand même si elles ne sont pas abouties quand on envoie la maquette, puisque de toute façon, on demande une aide, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir avoir la possibilité de travailler, voilà, d'avoir de bonnes chansons et avoir quelqu'un qui puisse vous aider si vous n'êtes pas capable. Moi, en l'occurrence, j'étais pas très capable de faire ça, donc j'ai eu de l'aide pour bien remplir mon dossier et être dans les clous de façon à solliciter, démarcher la collectivité et avoir une aide, bien évidemment. Il y a le risque aussi, par exemple, la tournée, c'était un emprunt personnel, donc voilà, c'est vraiment de l'investissement. Donc je suis têtue, j'ai été jusqu'à me cramer, quoi. J'ai été jusqu'au bout. Et je sais pas, mais moi j'ai sorti un album à un moment où c'était une des premières à sortir un album comme ça solo, où je mettais de la batterie sur de la langue corse. C'était un peu les prémices de tout ça. Donc l'accueil était mitigé. Peut-être qu'on n'était pas vraiment prêt à ça aujourd'hui. C'est quand je l'ai fait, j'ai quand même essuyé quelques petits commentaires
pas très bienveillant. La batterie, moi je dis qu'on devient riche quand il y a une ouverture, quoi. Parce que la star en Corse, c'est la Corse. C'est cette langue, c'est ce qu'on y produit. Mais la langue corse, elle est capable de parler de tout. Par exemple, j'en veux pour preuve cette émission à Fabrigucci, où il y a un contenu, qui est assez riche, assez dense. On parle de la santé, on parle des voyages, on parle de recettes, et on le fait en langue corse, et on se rend compte que la langue est tout un outil extraordinaire, qui nous permet de parler de tout. Alors pourquoi pas rajouter de la batterie? À un moment donné, il faut s'ouvrir. Il faut être riche, il faut pas se dénaturer. On a une identité qui est forte. Il faut pas la négliger parce que c'est grâce à ça qu'on peut s'ouvrir. Mais on a une racine qui est belle. L'économie évolue, les mœurs évoluent. Donc tout évolue. L'important étant de ne pas se perdre. C'est cool parce que ça se fait de plus en plus. Et c'est très très bien. Oui, et il y a eu beaucoup de duos, de collaborations avec d'autres univers artistiques dans ta carrière. Alors je ne vais pas pouvoir citer tout le monde parce qu'il y en a eu beaucoup, mais il y a eu Antoine Chiozzi, Jean-Charles Pape, Feli, Jacques et Thomas Dutronc, Louis Bertignac, Anne Etchegoyen qui a été l'une des invitées du podcast avec qui tu as enregistré un duo. Est-ce que tu veux bien nous parler d'une de tes collaborations artistiques marquantes ? Waouh, c'est dur d'en choisir qu'une. C'est un exercice qui me plaît beaucoup. J'ai de la chance, à chaque fois que j'ai été sollicitée, c'était des artistes que j'aimais. Donc du coup, ça facilite la chose. J'ai eu de la chance qu'on m'appelle et qu'on pense à moi pour partager des moments comme ça parce que c'est génial. Hein. C'est presque une histoire de couple, j'ai envie de dire, le temps d'une chanson. Par exemple, la dernière, oui, la collaboration avec Anne Etchegoyen, j'ai adoré faire ce travail avec elle déjà parce que nos cultures sont tellement jumelles. Il y a cette espèce de féminité commune, ce dénominateur commun qu'est la femme et en même temps, c'est une chanteuse basque. Il n'y a pas beaucoup de chanteuses dans le paysage basque, féminine je dirais, et il n'y a pas beaucoup de chanteuses aussi dans le paysage corse, on est peu nombreuses, c'est vrai. C'est assez macho, bien que moi ça ne m'ait jamais impressionnée. Je me suis jamais sentie noyée dans quelque chose ou sentie agressée ou non, j'ai pas eu de rencontrer de problème comme ça. Donc cette collaboration avec elle, j'ai adoré.
Elle m'avait aussi invitée ensuite à faire la tournée des châteaux et j'étais partie là-bas au Pays Basque et on avait partagé le temps d'une émission et d'un concert. Il y avait 5 cultures différentes. Il y avait l'espagnol avec Itziar Ituno, qui est une actrice que l'on retrouve dans la Casa del Papel. Il y a Marianne, qui est une chanteuse du Cap-Vert. Il y avait Anne Enchegoyen pour le Pays Basque. Moi, pour la culture corse. En fait, 4, on n'était pas 5, je vous dis des bêtises. Et tout ça, en fait, on a partagé à un moment donné cette chanson qui s'appelle No es No, non c'est non, qui était fait en hommage à cette jeune femme qui a été, enfin, je sais pas si vous avez entendu parler de cette tragédie, cette catastrophe de Pampelune dans le corrida. Enfin, oui, j'avais appris ça en préparant le podcast de Anne, ouais. Donc, elle a fait cette chanson. Et en fait, on s'est partagé cette chanson. On a chacune adapté dans sa propre langue le titre. Mais c'était juste magique de partager ça avec ces femmes et chacune dans notre langue. Là, j'étais fière. Et c'est ça, en fait, qui me nourrit dans ces collaborations. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours ce moment de vérité où on se dit, c'est pour ça, en fait, que j'y suis allée. Et souvent, l'instinct le détecte avant nous. Cette espèce de truc-là, sur lequel on ne peut pas vraiment mettre de mots, puisque c'est un ressenti. Il y a toujours à un moment donné cette vérité, cet instinct qui en fait prend forme et on se dit voilà, c'était pour ça. J'ai adoré partager ça avec elle. D'ailleurs, elle est revenue chanter en Corse il y a pas longtemps et elle m'a invitée à Tawagne au mois de septembre et c'était génial encore de partager ça avec elle. Je pense que c'est une belle rencontre humaine aussi. On a plaisir en dehors de nos activités artistiques, il y a vraiment une belle rencontre humaine. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect parce que c'est quelqu'un aussi qui est convaincu de ce qu'elle fait, qui a des démarches, qui prend des risques. Et comme on disait tout à l'heure, que c'est pas évident de s'exposer. À un moment donné, on devient vulnérable. Et cette fragilité, moi, j'ai beaucoup de respect. Et j'ai beaucoup de respect pour Anne et beaucoup d'admiration pour son travail. Après, il y a eu d'autres duos. Il y a eu la scène partagée avec Thomas Dutronc sur Solenzar. Il y a eu aussi ce joli moment avec Jacques Dutronc pour son anniversaire où il m'avait demandé d'adapter cette chanson What a Wonderful World. Je me suis dit, mais il est barré, mais qu'est-ce qu'il me demande de lui? Ça va pas ou quoi? Et en fait, je l'ai fait, mais parce que quand même, c'est s'attaquer à... La chanson, c'est juste un monstre, c'est-à-dire que c'est dans la mémoire populaire mondiale, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi il me demande ça, en fait? Et puis finalement, voilà, on l'a fait. Moi, j'étais morte de trac pendant cette émission parce que déjà, j'avais une équipe de musiciens, c'était juste le rêve. Donc un confort, mais c'était l'autoroute. Et autour de moi, de super artistes que j'admire. Ça devait être très impressionnant. Carrément. Et il faut que je chante cette chanson, cette adaptation qui est dans la mémoire collective, qui d'un coup se retrouve adaptée en langue corse et qui se retrouve là au milieu. Et là, je me suis dit, mais je vais mourir. Les premières notes, en fait, on a l'impression que je suis sûre de moi dans mon petit truc, mais c'est un espèce de tsunami intérieur. Je me dis, mais jamais je vais arriver à finir mes phrases tellement le souffle était court. C'était horrible. Et puis, je l'ai fait. C'était vraiment super. C'était un beau moment. J'ai bien aimé, en fait. J'en garde un joli souvenir.
Sento lagrima, ciuci, io guardo veranda, hanno mano la bene, ogni guantera di un mai, e mi sussurro, oh così bello mondo. E mi dico in sussurro, oh così bello mondo. Il y a eu ce duo avec Jean-Charles Pape, qui a beaucoup plu également. Antoine Thioz, aussi avec qui j'ai beaucoup appris sur les scènes. Parce qu'Antoine, en dehors de sa technique vocale, de ce qu'il peut faire, pour moi, Antoine, c'est avant tout un interprète. Quand il commence à vous raconter quelque chose, ne fût-ce qu'une histoire, comme ça, oralement, il vous saisit. Il y a cette espèce de côté animal dans la voix qui vous saisit, c'est une claque à chaque fois. Il peut vous raconter 1000 fois la même histoire, vous aurez 1000 fois l'impression de l'écouter pour la première fois. Oui, c'est un conteur en quelque sorte. Et ça, c'est la force d'un interprète aussi. Quand il chante une chanson, pourtant on les a écoutées et réécoutées. Moi, j'ai l'impression de la réécouter comme pour la première fois. Et ça, je me dis que c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, avec lui, j'ai beaucoup appris ça et la scène, le côté scénique, parce qu'il a un côté scénique très théâtral. Antoine n'a jamais joué de pièces de théâtre, mais il aurait pu. Oui, il a fait de l'opérette, je crois, à ses débuts. Oui, c'est de l'opérette, mais c'était chanté. Mais une pièce proprement dite où il interprète un rôle, il n'a jamais joué dans une pièce de théâtre. Et c'est un peu dommage parce que c'est quelqu'un qui aurait pu faire du théâtre, une carrière théâtrale sans problème. Il y a un duo avec Nikos qui va sortir dans le deuxième projet Course au Mezzo-Mezzo qui sortira là au mois de mars. L'aventure continue. La première fois, j'avais enregistré en studio avec Louis Bertignac, par studio interposé, de la même manière là. Voilà, ça, il y a eu ça. Après, il y a eu des scènes aussi avec Louis Bertignac. La première fois, c'était pour M6. Lors de Nouvelle Star, j'avais chanté Cendrillon. Ensuite, il était venu ici en Corse et j'avais chanté les Frôleuses, qu'à l'époque, je chantais avec Carla Bruni. Donc, c'est un peu ça, la magie de notre travail. C'est pouvoir chanter, interpréter avec d'autres artistes. Ça fait aussi partie de ce que j'appelle le fil rouge. Cette aventure avec Jacques Dutronc. Il y a Patrick Fiori qui est de la partie et qui est invité. Et c'est de là qu'on se découvre, qu'on se rencontre et que je me retrouve sur le premier Mezzo-Mezzo. Et c'est de là, parce que Patrick avait chanté avec Anne Tchégoyen. Anne Tchégoyen cherchait une chanteuse corse pour partager un duo pour cet album Hommage aux femmes. Et c'est Patrick qui nous met en relation. À chaque fois, il y a toujours ce fil conducteur et rien n'arrive par hasard, je crois. Donc j'ai eu beaucoup de chance de faire ces duos artistiques. Il y a eu Michel Mallory, avec qui on a enregistré un album. J'ai beaucoup de chance en ce sens-là, vraiment. Et tu disais que rien n'arrive par hasard. En Corse, la religion, la spiritualité, c'est culturellement très présent. Je voulais savoir dans quelle mesure cela t'aidait dans ton propre chemin et dans ton chemin d'artiste. Alors, je suis quelqu'un de très croyant. Je suis pas quelqu'un de pratiquant. En tout cas, je crois qu'il y a une force au-dessus de nous. Il y a quelque chose que j'aime à le croire. Je suis quelqu'un qui peut prier n'importe où. Alors, je vais pas souvent dans les églises parce que pour moi, c'est un côté impersonnel, les églises. Le bon Dieu, pour moi, il peut être dans la nature, chez moi, au moment où je le sollicite, en fait. J'ai été élevée par une grand-mère qui était très croyante et qui nous a certainement insufflé ça, mais après, il y a toujours eu une certaine liberté. On m'a rien imposé. Et je respecte ceux qui n'ont pas de croyance et qui sont libres, des électrons libres comme ça. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous enveloppe et quelque chose qu'on peut solliciter. Ça peut être l'univers aussi, chacun lui met la forme qu'il a envie de lui mettre. Chacun a son Dieu, sa religion, sa pratique. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et dans les moments où je suis un peu perdue, j'aime à prier, j'aime à inventer mes prières. J'aime allumer ma bougie ou parler à quelqu'un qui n'est plus là, par exemple. Quelque chose qui va m'apporter, me nourrir. Mais je suis quelqu'un qui est très croyante de base. Je crois que le bon Dieu est partout où on met de l'amour, en fait.
Et j'ai vu sur les réseaux sociaux que nous suivons mutuellement certains comptes, donc évidemment des comptes d'artistes corses, mais aussi des médiums, des personnes qui tirent les cartes. Et moi, toute petite en Corse, on m'a souvent amené voir des dames qui enlèvent le mauvais œil, et beaucoup de gens tirent les cartes ou vont consulter des tarologues. Ça a toujours fait partie de mon quotidien et je trouve que les cartes, c'est un outil de connaissance, de reliance à soi et puis peut-être à autre chose. Et dans ta vie artistique et professionnelle, qu'est-ce que ça a pu t'apporter ? J'ai ce côté mystique, je crois vraiment que l'univers, si on sait l'écouter, nous donne des messages. Alors peut-être que certains vont dire, elle est barrée cette fille. Pas du tout. Je suis quelqu'un de très aussi pragmatique, de très terre à terre. Mais il y a des choses quand même qui nous dépassent et on a chacun certainement vécu des petites expériences. Et il est vrai qu'il m'arrive de solliciter, de consulter. J'ai des petits livres, par exemple j'en ai un sous la main, là, pas très loin. Je vais vous dire comment il s'appelle. Magic Answer. Alors des fois, je consulte ce petit livre que je feuillette, que je laisse venir comme ça. Et à un moment donné, je l'arrête sur une page, j'ai posé une question. Et ce petit livre, souvent, ne se trompe pas. Alors ça m'a souvent conseillé, ça m'a souvent aiguillé. Alors je dis pas que j'écoute ça coûte que coûte. Attention, je suis pas, c'est pas ce qui conditionne mes choix ou mes ressentis. Mais c'est vrai que ça a pu m'aider. Ça m'a souvent éclairé en fait, d'interroger les cartes. Et c'est vrai que j'ai tendance à le faire. Mais moi, alors, je connais pas ce livre, mais je fais exactement la même chose avec plusieurs petits livres, de laisser au hasard et de regarder ce qui sort sur la page comme message. Et très souvent, c'est vraiment juste. C'est un tout petit livre noir qui s'appelle Magic Answer Book. C'est un livre où on pose des questions et souvent, quand on se met vraiment dans l'instant présent, quand on s'ancre et qu'on respire bien, eh bien, à un moment donné, on est guidé. C'est comme pour faire des cartes. Et c'est très, très, très souvent juste. C'est même bluffant. J'ai envie de dire. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment et si tu as des choses à nous annoncer par rapport à ton actualité? Il y a pas très longtemps, on a joué Sintinil, on aurait dû le jouer au mois de mars, mais je crois que ça va être reporté encore. Là, actuellement, je travaille sur mes émissions télé encore. Il y a une émission musicale, Aldi Musica, qui va encore évoluer. On va enregistrer au mois de mars. Je n'ai pas encore une date à vous annoncer, mais la sortie de Mezzo Mezzo numéro 2, ça sera fin mars, début avril. Je mettrai tous les liens en barre d'infos pour pouvoir te retrouver, écouter tes albums, suivre tes émissions. Je termine toujours le podcast avec cette question. Quel chanteur, chanteuse ou professeur de chant francophone aimerais-tu écouter sur le podcast? En ce moment, j'écoute Eddie de Pretto, Iseult, et il y a cette chanson que j'écoute très souvent aussi. C'est une chanson de Ben Mazué, dont j'aime les textes. Après, certains vont dire que c'est facile et que si, que c'est là. Donc, j'invite ces gens qui disent que c'est facile à écrire de la même manière. C'est une chanson qui vient de sortir il y a pas longtemps. C'est la dernière chanson des Nouvelles. Cette chanson, je l'écoute en boucle. J'aime bien ce qu'il dit dedans. C'est une très belle chanson. Merci beaucoup Francine, j'étais très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Merci à toi, c'était un plaisir partagé, vraiment. J'ai trouvé tes questions très intéressantes et on voit que tu t'intéresses vraiment à la musique et à l'antre de la musique et ça fait du bien. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Au revoir. Allez, au revoir. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités. Retrouvez-moi sur Clémentine Copoline sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description, ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté la clé de la voix. Je vous souhaite une belle pratique vocale.